Bonsoir et bienvenue dans ce journal de l'économie. Le G7 Finance s'est ouvert aujourd'hui. La réunion des grands argentiers de la planète se tient jusqu'à demain près de Londres. Et l'austérité en Europe sera au cœur des discussions. Jack Lew, le secrétaire au Trésor américain, en profitera pour exprimer à nouveau son désaccord sur les plans d'austérité draconiens mis en place en Europe. Des plans accusés de plomber la reprise mondiale. Écoutez l'hôte de ce sommet, le chancelier de l'échiquier britannique à son arrivée. Avant toute chose, la Grande-Bretagne est très fière d'accueillir le sommet du G7 aujourd'hui. Et les pays présents représentent la moitié de l'économie mondiale. La bonne nouvelle, c'est que nous avons regagné une certaine stabilité, une certaine confiance en ce qui concerne l'économie globale. Mais il reste encore beaucoup à faire. En ce qui concerne la Grande-Bretagne, nous savons, comme nous avons pu le constater ces dernières années, que nous sommes très affectés par la situation de nos voisins. Et je suis déterminé à conserver cette amélioration et à ne pas la prendre pour acquis. Et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Et au menu des discussions du G7 aussi, la question des taux de change, car il y a comme un parfum de guerre des monnaies depuis quelques jours. Plusieurs banques centrales ont pris des mesures pour contrer l'initiative du Japon. Le Japon accusé de déprécier le yen. Tokyo, de son côté, se défend et ne devrait pas être montré du doigt ce week-end. On fait le point avec Cécile Galluccio. C'est une première depuis plus de 4 ans. Ce vendredi, le yen a dépassé le seuil des 100 yens pour $1. En 6 mois, la monnaie japonaise a perdu plus de 20% face au dollar. Une volonté du gouvernement pour favoriser les produits nippons. Conséquence, le Japon est plus compétitif à l'étranger et augmente ainsi ses revenus. Plusieurs pays, à l'instar des États-Unis, regrettent cette course à la dévaluation. Mais Tokyo se défend de vouloir manipuler le taux de change. Le gouvernement japonais ou la Banque centrale japonaise n'ont absolument pas l'intention de se livrer à la manipulation des devises. Notre seul objectif est de stopper la spirale négative causée par la déflation. Plusieurs pays ont pourtant lancé une contre-attaque. L'Inde, l'Australie, le Vietnam, la Nouvelle-Zélande, la Corée du Sud, le Sri Lanka et le Vietnam ont pris des mesures pour faire baisser leur monnaie. Et ce vendredi, le secrétaire d'État américain au Trésor, Jack Lew, a appelé le Japon à rester dans les clous des accords internationaux sur les échanges. Et à noter que le G7 se penchera également sur la question de la lutte contre l'évasion fiscale, un sujet revenu sur le devant de la scène avec les récentes révélations de l'Offshore Leaks. Pékin contre-attaque. La Chine avait prévenu qu'elle ne se laisserait pas faire après la décision de Bruxelles mercredi de taxer lourdement les panneaux solaires chinois. Pékin lance ainsi une enquête anti-dumping contre les fabricants européens, américains et japonais de tubes en acier sans soudure. Aucune entreprise n'est visée en particulier, mais le groupe français Vallourec, leader mondial du secteur, serait concerné par d'éventuelles sanctions. On fait un point sur les marchés européens. À Paris, plus 0,64% pour le CAC 40. À Francfort, le DAX termine quasi stable à plus 0,19%. Et à Londres, plus 0,49% pour le FTSE. Les places européennes terminent donc la semaine dans le vert, dans un contexte économique mondial dominé par l'affaiblissement du yen. Et sur le marché des changes, justement, l'euro et le yen creusent leurs pertes face à un dollar revigoré par la publication hier des chiffres rassurants sur l'emploi aux États-Unis. L'actualité des entreprises avec ces quelques résultats en bref. ArcelorMittal plonge dans le rouge et affiche une perte nette de 345 millions de dollars au premier trimestre. Mais le groupe sidérurgiste semble tenir le cap de son plan de réduction de dette pour les 6 premiers mois de l'année. Le numéro 1 mondial de la sidérurgie se dit aussi pénalisé par les politiques d'austérité en Europe qui plombent la demande d'acier.
IAG International Airlines Group, créé par la fusion de British Airways et d'Iberia, a annoncé une perte d'exploitation de 278 millions d'euros au premier trimestre. En cause, les mauvais résultats de la compagnie espagnole. Iberia a souffert de la concurrence des compagnies aériennes à bas coût ainsi que des conflits sociaux dans une Espagne frappée par la crise. Nissan maintient ses positions. Le deuxième constructeur automobile nippon publie un bénéfice quasi stable de 3 milliards d'euros. Dans certaines régions, les ventes sont en baisse. Avec le différend territorial entre Pékin et Tokyo, les consommateurs chinois, par exemple, ont boudé la marque. Quant au marché européen, il est toujours en panne. Carlos Ghosn, le PDG de Renault-Nissan, ne voit pas de reprise avant 2016. Tout autre chose, il s'agit d'une gigantesque arnaque bancaire. En l'espace de 2 mois, des pirates informatiques ont réussi à retirer 45 millions de dollars de distributeurs de billets. 26 pays sont concernés. Alors comment ces hackers ont-ils pu réaliser le braquage du siècle? Élément de réponse avec nos confrères de France 3. La branche new-yorkaise du réseau est tombée la première dans les filets de la justice. Certains membres ont posté sur le net des traces de leurs méfaits. Plus de 2,4 millions de dollars retirés en l'espace de quelques heures dans des distributeurs de Manhattan. 8 personnes ont déjà été inculpées par la justice américaine. On leur a dit de se tenir prêts, on leur a donné le top départ, on leur a dit de retirer le plus possible. 2 attaques programmées de longue date ont eu lieu simultanément à travers le monde en décembre et février dernier. Des hackers ont piraté des systèmes de banque à l'étranger. Leur but, supprimer les plafonds de retrait de certaines cartes et identifier leurs codes secrets. Une première banque a été visée aux Émirats arabes unis, une seconde à Oman dans la foulée. Les informations ont été transmises à des équipes comme celle de New York. Disséminées dans le monde, des commandos ont effectué plus de 40 000 retraits avec des cartes falsifiées. Avec ces cartes piratées qui pouvaient initialement avoir des plafonds de 200 $, ils pouvaient retirer jusqu'à 20 000 $ et même jusqu'à 2 millions. En tout, 45 millions de dollars ont été dérobés sans une arme autre que des ordinateurs. Un braquage du siècle à l'ère numérique. Et enfin, Amazon pourrait lancer son propre smartphone. C'est ce que révèle le Wall Street Journal. Après s'être mesuré à l'iPad avec son Kindle Fire, le géant du e-commerce s'attaque à l'iPhone. L'un des smartphones en préparation serait équipé d'un écran 3D sans lunettes. Les images donneraient l'impression de flotter au-dessus de l'écran tel des hologrammes et seraient visibles sous tous les angles. Le téléphone pourrait également être piloté par le regard. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. À tout de suite pour d'autres infos sur France 24.